le système craque de plus en plus. Et là, la paralysie politique dans laquelle nous sommes, c'est parce que de toute façon, on voit bien que cette démocratie minoritaire, ça n'est plus une démocratie et que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on a des blocs qui se détestent les uns les autres et qui s'annihilent les uns les autres. Mais on voit très bien, on a en gros 2 blocs qui ne veulent plus de cette dérégulation, de ce mythe du libre-échange qui va nous enrichir tous, mais ils sont des 2 côtés. On a 2 tiers qui ne veulent pas du Rassemblement national parce qu'ils considèrent que ça va fracturer un peu plus la société, que c'est identitaire, etc. Et on a 2 blocs qui ne veulent pas de la France insoumise parce que non, ils ne pensent pas que la police tue, et non, ils n'ont pas envie de communautarisme qui flatte l'islamisme. Bon ben voilà. Mais simplement, là-dedans, il y a des gens qui aspirent tout simplement à une forme de gaullisme social, la promesse de la souveraineté, la méritocratie, l'indépendance, une production qui nous enrichit et un élan national. C'est ça auquel aspirent les Français. On a un problème d'offre politique. Natacha Polony, bonjour. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous, donc dans les hauteurs de Montmartre, pour faire le point sur tout un tas de choses. C'est un plaisir. Voilà, donc tu seras diffusé sur nos 2 médias, que ce soit Les Déviations ou les Forces françaises de l'industrie, qui, en certaines occasions, arrivent un petit peu à croiser les faisceaux, notamment autour de personnalités comme toi, qui intrigue beaucoup de gens, parce qu'on te voit beaucoup en ce moment, et on a pas mal de questions qui disent « Bon, c'est super, on est d'accord avec plein de choses qu'elle défend, mais d'où vient-elle, en fait ?» Est-ce qu'on peut commencer par ça? C'est-à-dire que tu nous racontes un petit peu la Natacha Polony des débuts, voire même de l'enfance, enfin, d'où est venue un petit peu cette envie de t'engager sur tous les sujets que tu défends aujourd'hui? Alors, ça m'est venu sans doute de mon éducation. On ne se refait pas, l'éducation c'est fondamental. Et moi je viens d'une famille de médecins libéraux, modestes médecins libéraux, donc petite bourgeoisie. J'ai grandi d'abord à Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise, puis ensuite mes parents ont pu acheter une maison à Montmorency juste à côté. Donc, l'endettement, l'ascenseur social à 12% de taux d'intérêt. C'est ça. Et en fait, mes parents m'ont toujours élevée avec l'idée qu'ils avaient choisi la médecine parce que c'est un métier où on est au service des autres. Donc il y avait dans ma famille cette idée, d'abord la République, la méritocratie, on respecte les règles et on sera récompensé si on travaille, et puis il faut être utile. Voilà. C'était à peu près les bases de mon éducation et je pense que ça m'a marquée. Mais d'ailleurs, comme beaucoup de Français, en effet, vraiment français moyen. Et ça m'a marqué dans le sens où, même si après j'ai fait des études de lettres, parce que j'adorais la littérature, en particulier la poésie, j'ai fait un mémoire de DEA, donc ça s'appelle maintenant, c'est un Master 2, sur la métaphore de l'exil et de l'errance dans la poésie contemporaine. Oui, parce que les chevaliers paysans de l'An-1000 au lac de Paladruche, c'était déjà pris, c'est ça? C'était l'année de la sortie du film, on connaît la chanson, donc les chevaliers paysans, j'y ai eu droit à chaque fois. Et en fait, donc j'étais attirée par vraiment une abstraction, la beauté de la langue et tout, mais en même temps, j'avais cette idée qu'il fallait être utile aussi. Et donc j'ai toujours été tiraillée un peu entre les deux. C'est pour ça que j'ai passé l'agrégation pour aller enseigner, tout en sachant que je voulais pas forcément être prof toute ma vie, mais je voulais savoir ce que c'était, je voulais me confronter à ça. Et puis en même temps, j'ai passé Sciences Po pour aller faire du journalisme. Et puis je me suis engagée en politique. Donc en fait, il y a un lien entre toutes ces choses-là. C'est vraiment l'idée d'aller partout où je peux être utile et me dire que je vais essayer à mon niveau de changer les choses. Et c'est ça qui m'amène jusqu'ici. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait que ça dans ma vie, mais par des voies différentes. C'est-à-dire venir dire ce en quoi je crois, ce que je crois bon pour le pays, avec chevillé au corps, oui, cette idée que la République française, c'est quand même un modèle assez extraordinaire. Moi, je crois profondément, d'abord en la promesse du peuple souverain, l'idée que tout à coup, en 1789, des gens se disent, après des siècles d'oppression, eh bien, en fait, c'est nous,
les souverains, c'est nous qui allons décider de notre destin et nous allons le faire en hommes libres. Et du coup, il faut une école pour donner à tous cette liberté, cette capacité à exercer sa liberté, et nous allons ensemble décider du bien commun. Et je crois que ça, dans une époque là où on est entre Donald Trump, Xi Jinping, Poutine, c'est-à-dire dans un monde dangereux et dans un monde de prédation, mais c'est un projet absolument génial. Donc voilà. Donc tout ce que je peux faire pour essayer d'abord de rendre un peu ce qu'on m'a donné, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue dans ma vie puissent quand même bénéficier de quelques bienfaits. Tout ce qui va aller vers l'amélioration du bien commun, voilà. J'essaye de faire en sorte que ça marche. Tu as commencé d'ailleurs dans l'enseignement, parce que en fait ce parcours-là, tu as testé, j'allais dire, tu as pris les voies qui sont les plus évidentes pour transmettre, hein, l'éducation, l'enseignement, la transmission, c'est complètement au cœur. Et j'ai l'impression quand même que tu t'es rendu compte en prenant ces voies-là qu'il y en avait un certain nombre qui étaient des voies sans issue parce que obstruées par tout un tas de choses qu'on avait mises sur des belles mécaniques. Alors j'ai enseigné 1 an dans l'éducation nationale, puis 9 ans à la fac Léonard de Vinci, donc qui était une fac semi-privée où j'enseignais à des jeunes qui sortaient du bac et on leur faisait en fait rattraper tout ce qui avait été raté au collège et au lycée, donc des cours d'histoire, des cours de culture générale qu'ils aient lu une fois dans leur vie, une page de l'Iliade ou de l'Odyssée, une page de Montaigne, etc. Et donc en fait pourquoi j'ai constaté que ça ne fonctionnait pas, c'est-à-dire moi j'adore transmettre, j'aime être face à une classe, ça c'est un bonheur. Sauf que quand je suis arrivée dans l'éducation nationale, c'était l'année des réformes de Claude Allègre. Et donc on est en 99-2000. Et l'idée, c'était la destruction de l'école comme lieu d'émancipation par les savoirs et de transformation de ça en un truc où on allait enseigner quelques compétences de base, vraiment à minima, pour ensuite être soi-disant performant sur le marché de l'emploi, sauf qu'en fait, quand on détruit les connaissances de base, ça marche pas bien. Ça marche pas bien, et le résultat, ça se lit aujourd'hui. C'est-à-dire que la catastrophe de l'école, elle s'est préparée il y a 20-25 ans. Et donc je me retrouve face à ça, avec donc un ministre de l'Éducation nationale qui explique, je me souviens encore, hein, c'était une interview dans France Soir, donc en 1999, où il disait par exemple « Oh, mais les mathématiques sont appelées à vivre un déclin inéluctable puisque maintenant on a des machines pour faire les calculs. » Donc voilà, quand on a un ministre de l'Éducation nationale qui sort des trucs comme ça, on se dit que déjà c'est mal barré. En plus un scientifique quand même. C'est ça, et tout était comme ça. Donc il fallait aller en français, le lycée ça devait servir surtout pas à apprendre la littérature, mais à apprendre comment rédiger des lettres de motivation. Bon, moi, ce n'est pas l'idée que je me fais de la République. D'abord parce que c'est inefficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gamins qui ne savent même pas rédiger une lettre de motivation parce qu'on ne leur a pas transmis la grammaire, l'orthographe, la compréhension de la langue, et puis derrière, l'aspiration à la beauté et au patrimoine qui est le nôtre. C'est-à-dire que moi, je crois que l'héritage de n'importe quel gamin français, d'où qu'il vienne, quel que soit son milieu social, quelle que soit son origine, c'est la littérature qui a forgé notre vision du monde. C'est-à-dire que la spécificité de la France, c'est quoi? C'est que nous, on n'a pas, par exemple, l'habeas corpus anglais, c'est-à-dire un texte juridique. Nous, on a des principes philosophiques. Liberté, égalité, fraternité. Eh bien ça, liberté, égalité, fraternité, on ne l'entend pas de la même manière quand on a comme patrimoine Voltaire, Victor Hugo. Je veux dire, l'égalité et la fraternité, si nous les voyons aujourd'hui comme ça, c'est parce que Victor Hugo a écrit Les Misérables, que ça a été lu dans le monde entier et que le monde entier s'est dit, ben voilà, il y a en France des gens qui pensent que les plus pauvres, les plus misérables peuvent s'en sortir et qu'il faut une compassion humaine, une fraternité humaine. Mais c'est splendide. Bon, ben, tout ça, ça se perpétue et ça doit se perpétuer dans l'école. Et ça ne fonctionne finalement, en fait, si je t'écoute, notre démocratie ne fonctionne que si on a une base, notamment tu viens de citer Hugo, qui est suffisante pour qu'on comprenne ces grands principes philosophiques. Sinon, c'est bien compliqué. sûr, et non seulement ça, mais après, revenons à l'évidence, qui est à peu près ce que dit Condorcet dans les 5 mémoires sur l'instruction publique en 1791. Il dit en gros, la puissance publique doit l'éducation au peuple. Pourquoi ? Tout simplement parce que sans un peuple éduqué, la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles. C'est tout. Donc si on veut une véritable démocratie,
Et une démocratie exigeante, c'est-à-dire pas la démocratie façon démocratie libérale à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire McDonald's, quoi, venez comme vous êtes. Si on veut la République, c'est-à-dire la chose publique, l'idée que ça nous appartient en commun et que nous sommes tous impliqués, il faut que chaque citoyen puisse être suffisamment éduqué pour ne pas dépendre d'autrui dans son jugement. C'est ça la base. Ça veut dire qu'on n'est pas spécialiste de tout, mais on a suffisamment de connaissances de base pour pouvoir comprendre les enjeux et donc arbitrer et décider et exercer son rôle de citoyen. Ce principe-là, il se construit dès le plus jeune âge à l'école. Et l'école, c'est pas seulement un service public, c'est une institution de la nation. Parce qu'un service public, ça veut dire que c'est un service rendu aux individus, c'est public, ça pourrait être privé. Non, l'école, c'est le creuset de la nation. C'est là où, justement, nous devenons un peuple, où nous devenons des citoyens. C'est en ça que la France a quelque chose de particulier dans le monde, et ça doit être perpétué. Et est-ce que ça l'est? Est-ce que c'est perpétué? Là, non. Là, non. Mais en même temps, il y a une majorité de Français qui croient en ça encore. Heureusement. On attend tous que, enfin, tout simplement, nous soyons à la hauteur du projet. C'est-à-dire que quand on voit que des gosses arrivent aujourd'hui, on a 25% de mômes qui rentrent à l'école en ayant des très grandes difficultés en lecture, en compréhension de texte, en calcul. Là, tu parles de l'école, du collège. Qui rentrent au collège, ouais. Oui. 25%. 25%. Et encore, les autres sont quand même... On est en train de décrocher. Tous les indicateurs le montrent. On est en train de décrocher à l'échelle internationale, alors même que pendant ce temps-là, le reste du monde s'est lancé dans une compétition. Et en gros, l'éducation est un des éléments de cette compétition internationale. Donc, d'un point de vue, j'allais dire, humain, politique, philosophique, comme d'un point de vue économique, c'est une aberration. Et dernier point, je veux dire... Quand je parlais tout à l'heure de méritocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promesse de la République, c'est que notre destin ne doit pas être déterminé par notre naissance. Nous ne sommes plus dans une société d'ordre où quand on naissait dans le tiers-état, on restait ad vitam aeternam dans le tiers-état. Aujourd'hui, normalement, la République, ça veut dire que quelqu'un qui fait des efforts, qui est intelligent, qui veut s'en sortir, qui travaille, il sera récompensé. Est-ce que c'est encore le cas? Ben non. Non, nous avons, là aussi les statistiques le disent, nous avons l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. C'est monstrueux. C'est-à-dire qu'en fait, chez nous maintenant, puisqu'on a détruit entièrement l'école, eh bien, le destin social est dicté par l'origine, le destin scolaire, est dicté par l'origine. C'est-à-dire qu'en gros, les enfants de milieux défavorisés ont nettement moins de chances de réussir à l'école. C'est inacceptable. Donc il faut agir là-dessus. Et voilà, c'est tout. Donc moi j'ai été toute ma vie animée par ça, avec l'idée que fallait se retrousser les manches et essayer d'améliorer les choses. Donc je l'ai fait du mieux que j'ai pu, à travers notamment des articles, puisque je suis devenue journaliste spécialisée sur les questions d'éducation et j'ai pratiqué ça pendant 10 ans. Donc je suis allée visiter des collèges, des écoles, des lycées, des instituts de formation et j'ai essayé de dire ce qui se passait, d'alerter, de prôner les méthodes qui fonctionnaient, enfin voilà. Alors c'est quoi les méthodes qui fonctionnent versus celles qui ne fonctionnent pas? Parce que c'est vrai que quand tu écoutes, moi pour l'avoir vécu, dès qu'on a quelques moyens, on investit dans l'éducation privée quelque part de nos enfants. Je ne parle pas forcément du privé versus public, mais on donne des cours du soir, on fait des choses tout ce que finalement les parents d'origine modeste ne peuvent pas se permettre. Et en fait, on va compenser les carences d'une éducation globale par une éducation un peu... Alors bon, les plus organisés et les plus aisés en sont à envoyer leurs gamins à l'étranger, au London College ou je ne sais pas quoi. Alors les autres, par contre... Et on a une privatisation complexe. Alors sur l'enseignement supérieur, ça devient délirant puisqu'en plus on a du coup des écoles privées qui viennent se fixer là-dessus, qui donnent des diplômes qui ne valent rien. Mais donc on escroque les gens systématiquement. En fait, tout ça vient de la destruction progressive de cette école de la République. Alors, qu'est-ce que c'est les méthodes qui marchent? Le pire, c'est qu'on le sait. On le sait maintenant. Moi, j'ai passé des années à me faire traiter de réac parce que je défendais l'idée que, par exemple, dès le plus jeune âge, les méthodes syllabiques d'apprentissage de la lecture sont les seules qui fonctionnent. Donc ça, c'était fasciste de dire ça. Aujourd'hui, les neurosciences le démontrent. Enfin, on doit pouvoir... Est-ce que les neurosciences ne sont pas fascistes? Alors, le pire, c'est que... Alors oui, le réel est sans doute fasciste, mais
là, les dernières études montrent que, encore maintenant où on sait, où c'est démontré, eh bien, on a plus de 95% des professeurs des écoles qui utilisent non pas des méthodes syllabiques, mais des méthodes dites mixtes, c'est-à-dire qui partent avec un peu de méthode globale. Alors, pour expliquer, ça veut dire quoi méthode globale? Ça veut dire qu'au lieu d'apprendre que B plus A, ça fait bas, ça c'est la syllabique, hein, on décompose et on va par syllabe, eh bien, on apprend à l'enfant à reconnaître certains mots. On reconnaît la forme du mot. Sauf qu'en fait, si on commence par là, ça donne des mauvais réflexes qui font que ensuite la décomposition en syllabes va être beaucoup plus compliquée et donc ça donne des mauvais lecteurs. Le problème, c'est que ça ne se voit pas forcément. On le voit sur les mômes qui ont vraiment du mal. Mais en fait, ce qu'on ne perçoit pas, c'est le nombre d'enfants qui ont un peu de mal, pour qui c'est un peu difficile, et qui au fur et à mesure qu'ils grandissent, vont lire de moins en moins parce que c'est fatigant. Si on ajoute à ça le fait qu'il y a l'attrait des écrans à côté, c'est terminé. Et d'ailleurs là, les dernières statistiques montrent que les mômes ne lisent plus, mais plus du tout. Bon, ça s'est fait, ça s'est préparé en fait. C'est ça qui est tragique. Ça s'est préparé pendant des années. Donc on sacrifie des mômes qui ne comprennent pas ce qu'ils font là, c'est une souffrance pour eux, et ensuite on les évacue le plus vite possible du système. C'est un gâchis total. Comment t'expliques, parce que faire des erreurs, bon, pourquoi pas, tu vois, on teste une méthode, je sais pas, 5-10 ans après on se rend compte qu'elle ne marche pas, on reprend les anciennes méthodes, et puis on avance, on change de gouvernement s'il faut en changer, puis voilà. Comment ça se fait que, enfin, toutes les échelles de temps que tu as évoquées, c'est des dizaines d'années. C'est-à-dire des générations entières. C'est des générations entières. On a dit, non, en fait, on continue. Oui, alors... Comment t'expliques ça? Parce que je pense que là-dessus, il y a quand même tu parlais déjà de la particularité de la République française. Il y a quand même là aussi une particularité du peuple français, à avoir cette capacité à s'entêter dans l'idéologie. Et à ne pas voir. Alors c'est pas le peuple français parce que c'était pas majoritaire, ça. Mais c'est pas le peuple français parce que toutes ces politiques-là, elles n'étaient pas majoritaires. Hein, attention. Enfin, honnêtement, on a vu pendant des années que les gens commençaient à s'inquiéter du niveau de l'école. Simplement, il y avait une caste politico-médiatique qui leur disait c'est pas vrai. Moi, j'ai vu ça quand j'ai commencé dans le journalisme sur les questions d'éducation. Donc moi, je commence à la fin de l'année 2002. Après, donc en 2002, moi j'étais engagée dans la campagne de Jean-Pierre Chevènement, et puis bon, après il fallait bien vivre. Donc je suis allée proposer mes services au journal Marianne, qui était proche des idées que je défendais. J'arrive là, je fais mes premiers articles. Mais je me suis fait, c'est très marrant, mon premier article c'était un énorme truc, 12 pages sur 10 mesures pour sauver l'école républicaine. Voilà. J'ai passé un mois à travailler là-dessus, à rencontrer tout le monde, etc. Je sors ce papier. Et là, je reçois des flots de courriers de profs qui me disent « Merci de dire enfin ce qui se passe ». Voilà. Alors, quelques idéologues qui me disent « on voit bien que vous n'avez jamais mis les pieds dans une classe. Pas de bol. » Et puis, les journalistes, les confrères qui me disent « Non, mais là, tu cites l'association Sauver les lettres, qui était la première assoce qui a fait passer les dictées du brevet de 15 ans avant pour montrer la dégringolade du niveau. Mais ça, c'est pas des sources officielles. La direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale dit que le niveau monte. Donc, il y a un bouquin qui est sorti d'ailleurs qui s'appelait « Le niveau monte ». Bien sûr, mais c'était la grande époque de ça. Le bouquin venait de sortir quelques années avant. Et donc, il ne fallait pas dire, ça n'existait pas. Je me souviens, la consultation sur l'école, quand Jacques Chirac, en fait, en 2002, il avait promis un grand référendum sur l'école, déjà à l'époque. Puis finalement, il renonce. Voilà. Il renonce et il dit non, mais on va faire une loi d'orientation. Donc d'abord, on fait un rapport sur l'école. Et on demande à un des principaux idéologues qui travaillait au ministère depuis des années d'écrire un rapport pour faire l'état des lieux, ce qui ne va pas. Donc évidemment, le mec explique non, mais en fait, il n'y a rien à faire parce que tout va bien. Et le mec explique dans son rapport que 1985 à 1995 peuvent être considérés comme les 10 glorieuses de l'éducation nationale parce que le nombre de bacheliers a doublé. Voilà. Pas mal. C'est formidable, hein. Ouais. Donc, en gros, c'était le grand n'importe quoi. Mais on n'avait pas le droit de le dire. Mais les gens, ils sentaient très bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Tout le monde le voyait que le niveau baissait. Mais c'était interdit. Et ça, c'est pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que c'est la fameuse phrase de Charles Péguy, il faut savoir dire ce que l'on voit, et ce qui est peut-être encore plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. C'est-à-dire que là, on avait décidé que ça n'existait pas. Le réel n'existait pas. Mais est-ce que... Parce que... Ma sœur est prof, voilà. Et j'ai dans ma famille notamment des cousins germains qui le sont et tout.
ils me disent tous la même chose. Ils me disent effectivement, on a des parents qui sont très engagés, qui veulent que ça réussisse, etc. Mais quand eux, par exemple, ils disent, bon, écoutez, votre enfant, ça va pas le faire, quoi. Il va falloir qu'il n'a pas appris les bases, il va falloir revenir, etc. On propose un redoublement. Alors là, c'est, j'allais dire, ils font appel, ils essaient de machin. Il y a aussi au sein de la population française une certaine capacité à dire, bon, je vois bien que le niveau baisse, mais faites quand même passer le petit, quoi. Ben oui, mais qui a expliqué pendant des années aux Français qu'il fallait que les parents rentrent dans l'école et qu'ils aient une voix au chapitre? C'est des politiques qui ont été choisis. Avant, les parents ne contestaient pas les décisions des conseils de classe. Ben oui, mais on leur a expliqué qu'ils avaient le droit de le faire, même qu'ils avaient le droit de venir avec un avocat en conseil de discipline, etc. etc. Ça, ils l'ont bien fait. Ben voilà, tout ça a été intégré puisqu'on les a traités comme des clients. Ils se sont comportés comme des clients. Donc, encore une fois, le problème, c'est le poisson pourri par la tête. C'est-à-dire qu'on a mis en place une vision de l'école qui était absurde. Ça ne veut pas dire que les parents n'ont pas leur mot à dire dans l'éducation, pas du tout. Mais chacun a sa place. Tout simplement, quand on regarde les statistiques, ce qui est intéressant, on s'aperçoit que le vrai déterminant de la réussite scolaire d'un enfant, c'est quoi? C'est pas que ses parents lui payent des cours du soir, c'est pas que ses parents... Ça aide bien sûr, mais c'est pas ça le vrai déterminant. Et c'est pas non plus que les parents puissent l'aider à faire ses devoirs. Le vrai déterminant, c'est est-ce que les parents croient en l'école. Et ça, sur un môme, même de milieux défavorisés, même des parents qui sont illettrés, s'ils disent à leur enfant tu dois réussir à l'école parce que c'est comme ça que tu vas t'en sortir, donc tu dois bosser, eh bien ça marche. Et d'ailleurs, pourquoi maintenant l'école ne réussit que pour les enfants de profs? C'est tragique, c'est les seuls qui réussissent à l'école. On voit maintenant dans les plus grandes écoles, normales, sup, etc., il n'y a que des enfants de profs. Pourquoi? Mais c'est pas parce qu'il y aurait un délit d'initié, c'est tout simplement parce que les profs sont les derniers à croire encore en l'école. Et qu'eux, ils font bosser leurs gosses, avec une forme de schizophrénie parfois, c'est-à-dire qu'ils font bosser leurs propres enfants, mais dans l'espèce de marasme ou de découragement, eh ben, ils ne vont pas forcer les élèves qu'ils ont en face d'eux à faire des exercices, à bosser. Ce qu'il faut, c'est rétablir l'exigence. Pourquoi? Parce que c'est la base du respect. C'est-à-dire que quand on respecte un enfant, on considère que le rôle de l'école, c'est de l'amener au maximum de ses possibilités. Et donc on croit qu'il peut réussir mieux que ce qu'il fait. Et donc, on exige de lui pour le tirer vers le haut. C'est ça le principe. Ce très beau mot d'instituteur. Instituer, c'est élever. D'ailleurs, élève, c'est pareil. On élève, on tire vers le haut, on éduque et on renforce. C'est ça le rôle de l'école. Là, on a voulu, c'est l'école des fans. Ah oui, il fallait pas tout ça d'un petit coulis de bienveillance. Il ne faut pas traumatiser les enfants. Moralité, on ment aux gamins, on leur ment. Et quand ils rencontre la réalité, parce que la réalité elle est dure, parce que le monde du travail il est impitoyable, et tout à coup il s'effondre. Et il y a une souffrance des jeunes, mais qui est terrifiante, qu'on laisse de côté, d'ailleurs tout le monde planque ça, mais qui vient aussi de ce mensonge absolument dingue, qui est que pendant toute leur scolarité, on ne les a pas tirés vers le haut, on leur a dit contente-toi d'être médiocre, c'est pas grave, ça se verra pas. Et alors ça, donc bien compris, donc toi en tout cas ce que tu constates, c'est que ça part d'un geste politique. Oui, une idéologie. Un peu clientéliste finalement. Hein. Ça va être plus simple, vous allez voir, on va multiplier par 2 le nombre de bacheliers, tout va aller. Deux choses. Alors, une chose, ça part de 2 politiques qui se rejoignent. J'allais dire, des gestionnaires de droite et des idéologues de gauche, en gros. C'est-à-dire les gestionnaires de droite qui trouvent que l'école, ça coûte trop cher, il faut couper dans les coûts, donc toutes ces conneries de savoirs anciens et tout, ça sert à rien. C'est la phrase qui est inscrite dans le rapport de 1995 de la table ronde des entreprises européennes, qui est le principal lobby de patrons. C'est l'école doit être considérée, l'éducation doit être considérée comme un service rendu aux entreprises. Bon, voilà, c'est dit. Et de l'autre côté, les idéologues de gauche qui considèrent que de toute façon, les savoirs anciens, classiques, c'est fasciste, et que donc il faut s'adapter à la réalité, l'environnement des enfants, et que le rôle de l'école, c'est de les épanouir. Donc il faut qu'ils soient heureux. Voilà, donc il ne faut surtout pas les traumatiser avec des efforts. Et les deux se rencontrent, en fait. Et les politiques de droite et de gauche ont été les mêmes sur l'école pendant 20 ou 30 ans. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, ça me fait sourire parce que j'ai écrit quelques tribunes comme ça sur la page des Forces françaises de l'industrie, et notamment 2 qui ont eu beaucoup de succès. C'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont lu ces trucs. Et donc j'ai touché une catégorie que je n'avais pas l'habitude d'avoir comme lecteur, qui sont effectivement les enseignants.
Et je me suis fait complètement engueuler par un certain nombre de personnes qui n'étaient pas profs en disant comment pouvez-vous. Je me contentais de diffuser les dernières statistiques qui sortaient de PISA et d'une autre étude, je ne sais plus laquelle, mais enfin en gros qui disait à peu près la même chose, c'est qu'on décrochait de façon... Voilà, c'était devenu évident. Et c'est assez drôle parce que finalement ceux qui sont venus défendre le poste, c'était des professionnels qui disaient mais attendez, venez dans les classes. Mais parce qu'ils n'en peuvent plus et parce que... Donc il y a quand même une volonté de résistance. Mais évidemment, mais le système tient par les professeurs qui se battent, qui croient encore en leur métier et qui essayent, dans cette espèce d'immense naufrage, d'écoper tout simplement. Donc ils écopent tout seuls. Mais ça devient extrêmement compliqué. Mais le problème, c'est de mettre en place une politique qui permette à tous ces gens qui ont encore l'énergie, l'envie, la foi, de pouvoir agir pour ça. Or, pour l'instant, ça n'est pas fait. C'est-à-dire que le débat, la réflexion sur la façon dont on peut réformer l'école et la réformer en tenant compte du réel n'a pas lieu. On est partagé entre ceux qui disent tout va bien, on va continuer comme ça, et puis ceux qui expliquent que par magie, on va claquer des doigts et revenir 50 ans en arrière, ce qui est beaucoup plus compliqué en fait. Ce que tu constates sur l'école, est-ce que c'est pas finalement un sentiment assez général? Parce que quand je t'entends parler d'école, j'ai l'impression, moi, d'entendre un certain nombre de commentateurs de l'économie ou de chefs d'entreprise qui constatent exactement la même chose. C'est-à-dire des gens qui se battent à la base, un petit peu comme le Covid. Tu vois, le Covid, oui, c'est ça. Il n'y a plus rien qui marchait au niveau des institutions et du coup, on s'en est sorti. Parce qu'en fait, il y a eu des gens qui sont sortis du maquis quoi, et qui ont décidé d'aller au-delà de ce qu'on leur demandait de faire et de prendre leurs responsabilités sans tenir compte des directives un petit peu absurdes qui sortaient du système. Moi, j'ai quand même l'impression d'avoir une nation qui est comme ça, qui ne tient que par des héros qui en font plus que ce qu'on leur demande, au milieu d'un truc complètement absurde. Le principe, c'est que les grandes catastrophes permettent finalement de faire surgir des énergies individuelles, permettent en fait d'échapper au conformisme, à la lâcheté, aux idéologies. Ce sont les moments où tout simplement ceux qui font peuvent agir et donc se retroussent les manches. Et si évidemment on savait utiliser cette énergie-là, c'est-à-dire si on met en place des politiques qui permettent à cette énergie-là de s'exprimer, on est sauvé. C'est-à-dire qu'en effet, c'est le même problème dans l'économie, c'est-à-dire qu'on a une espèce de pesanteur qui a empilé les couches d'idéologie, d'absence totale de bon sens, d'intérêts particuliers, et tous ces intérêts se conjuguent et écrasent la machine. Donc il faut faire péter tout cela et il faut s'appuyer sur ceux qui agissent, sur ceux qui ont envie. Il y a de l'énergie et de la créativité en France. C'est simplement qu'on est spécialiste de se tirer des balles dans le pied tous les jours. C'est-à-dire que nous n'avons pas de gouvernants, d'élites qui défendent les intérêts des citoyens français. Là aussi, pour des raisons qu'on peut parfaitement expliquer. Je pense qu'il y a une espèce de... C'est-à-dire, ça remonte à loin, en fait. Il y a une idéologie, on va dire un universalisme français dévoyé. C'est-à-dire qu'on a des élites qui sont biberonnées à la mort de la nation, qui considèrent que la nation, c'est réac, c'est ringard, et qu'il faut regarder au-delà, sky is the limit. Donc on parle en européen, ou alors carrément à l'échelle de l'humanité, mais la France, c'est trop petit. Mais c'est ça, et ça commence loin, parce que le premier à avoir émis cette idée que la France était une puissance moyenne, puisqu'elle ne pesait que 1% de la population mondiale, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Or, il suffit de connaître un peu l'histoire, de se souvenir d'Athènes pour se dire que c'est pas la taille qui compte, c'est d'ailleurs très rassurant. Oui. Donc la question la puissance, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que si on décide de se comporter comme une puissance, on est puissant. Ça veut dire quoi se comporter comme une puissance? C'est pas la ramener, c'est pas jouer au coq en donnant la leçon à la terre entière. Ça, on voit ce que ça, on a vu faire, ça marche pas. La puissance, ça veut dire se donner les outils de son indépendance. Par exemple, la Suisse, tout petit pays, mais voilà. Complètement autonome. Exactement, autonome. Alors après, la France a une histoire qui fait qu'en plus, elle a une vocation, c'est la seule puissance européenne à vocation mondiale. Nous avons des outre-mer, nous avons le deuxième domaine maritime au monde. Donc nous
notre histoire qui nous porte et qui nous incite à justement ne pas nous recroqueviller, ne pas croire que nous sommes minuscules et que nous sommes voués à disparaître. Donc il faut s'appuyer là-dessus et ensuite se donner les moyens de ça. Il y a un mot que tu as prononcé, qu'on prononce et qui est heureusement revenu un peu dans le vocabulaire politique, ça s'appelle la souveraineté. Ça nous coûte à chaque fois qu'on le prononce. Ah oui, bon, ça, non, mais ça fait 20 ans qu'on se fait cracher à la figure pour ça. Sauf que maintenant, ça y est, tout le monde a découvert que, bah oui, c'était pas complètement idiot. Ça veut dire quoi, la souveraineté? Le problème, c'est que les Français ne comprennent pas bien, parce que comme on a criminalisé ce mot pendant des années, ils ne savent pas exactement à quoi ça fait référence. La souveraineté, c'est simple. C'est qui décide en dernier ressort. Voilà. C'est-à-dire qui, à la fin, décide. Eh bien, en 1789, les Français ont inventé ce truc génial, le peuple souverain. C'est-à-dire c'est le peuple qui décide pour lui-même. Et donc, pour pouvoir décider pour lui-même, eh bien, il faut que la nation soit indépendante. Parce que si vous êtes sous le joug d'une autre nation, vous ne décidez pas pour vous-même, vous n'êtes pas libre. Donc, pour être libre, il faut avoir les outils de la liberté. Et pour une nation, c'est quoi ? C'est de l'énergie, parce qu'on ne fait rien sans énergie. C'est l'alimentation, parce que si on a une population qui crève, s'il y a des famines, on n'est pas libre. Et derrière, quelques éléments, par exemple une armée solide. Et puis, le numérique aujourd'hui est devenu un élément fondamental d'indépendance. Donc une fois qu'on a dit ça, le rôle de la puissance publique, c'est de garantir l'indépendance dans ces différents domaines pour permettre au peuple de décider souverainement de son destin. Voilà, c'est pas compliqué en soi, c'est la logique. Le problème, c'est qu'on a eu, pendant des décennies, des élites qui considéraient que tout cela pouvait être jeté aux orties, parce que de toute façon, le doux commerce allait supprimer les tensions, les guerres, et donc il suffisait que les économies soient totalement imbriquées pour que ça marche et qu'il n'y ait plus de problème. D'où l'extension des chaînes de valeur, la division mondiale du travail. On allait fabriquer ailleurs, mais ce n'était pas grave. Jamais le détroit d'Ormuz ne serait fermé, jamais il y aurait de problème de Covid ou quoi que ce soit. Tout allait bien se passer, les porte-conteneurs allaient circuler. Non, la vie, c'est pas ça. Et en plus, on le voyait venir, en fait. Il suffisait d'avoir un tout petit peu une lecture du monde pour comprendre que la période de la mondialisation heureuse, ça n'avait qu'un temps et qu'en fait, on était dans des logiques impériales. Alors, tu viens de citer Montesquieu avec le doux commerce. Effectivement, c'est complètement ce qui s'est passé, notamment avec la Chine. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'envoyer des usines en Chine? C'était pour séparer la Chine de l'URSS et se dire que ce géant endormi communiste, on allait le ramener vers nous et s'en faire un allié parce qu'il allait faire du business. Voilà, et on faisait rentrer la Chine dans l'OMC, elle ne respectait aucune règle, mais c'était pas grave, ils allaient venir au capitalisme. Alors c'est vrai, ils sont venus au capitalisme, mais avec les aides d'État, avec le communisme, et ils nous taillent des croupières, c'est formidable. Ah, mais ça c'est formidable. Donc Montesquieu, on va dire qu'il y a eu de bonnes choses, mais ça n'a pas marché. Mais un peu plus tard que Montesquieu, il y a eu notre ami Tocqueville. Et tu as parlé de la République, tu as parlé de la Révolution. Tocqueville, il dit un truc qui est assez intéressant. En fait, il dit que cette révolution a quand même pris un certain nombre de choses de l'Ancien Régime. Un peu malgré elle. Mais elle a hérité d'un centralisme qui fait qu'on a une capacité à devenir tous un peu des idéologues. Parce qu'en fait, plus tu es loin du terrain pour décider, moins tu es pragmatique, parce que tu n'es pas à portée d'engueulade. C'est les maires qui le disent les premiers, mais enfin les chefs d'entreprise c'est pareil. Pourquoi les chefs d'entreprise ne sont pas dogmatiques? C'est parce que soit ils le sont et ils déposent le bilan, soit au bout d'un moment ils partent dans un grand élan lyrique, ils se rendent compte qu'ils se font engueuler par leurs salariés ou leurs clients, et ils reviennent très très vite. Voilà. Ça, quand on est idéologue quelque part à l'éducation nationale centralisée, à l'Assemblée nationale, au fin fond d'un ministère ou à la limite d'un grand groupe, on ne le voit pas, ça. On ne le voit pas parce qu'en fait, on n'est pas confronté aux conséquences de ces erreurs. Est-ce qu'il n'y a pas là-dessus une machine française aussi à être des passionnés d'égalité qui en même temps se rêvent un peu tous aristocrates en disant « je veux que tout le monde soit égal, moi au-dessus, et en plus on va théoriser des grands trucs, des grands principes parce qu'on adore ça ». Comme tu l'as dit, liberté, égalité, fraternité, c'est quand même des mots monumentaux, quoi. Et donc, est-ce que là-dessus, on n'a pas créé ce qui a donné parfois un élan extraordinaire à la France, où on est capable de faire des choses mais que personne d'autre ne fait,
Et quand on arrose le mauvais vase, on tombe dans l'égalitarisme jaloux, dans des choses comme ça. Mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que, par exemple, la centralisation, c'est fondamental dans l'histoire de la France. Ça remonte en fait au Moyen-Âge et à la lutte entre le roi de France et le pape et le Saint-Empire romain germanique. Et donc, c'est quelque chose qui ne date pas des Jacobins. Voilà, derrière, en effet, la Fronde et donc la réaction de Louis XIV. Tout ça nous a construit et a été extrêmement efficace. Parce que quand la centralisation, ça se traduit par Colbert, qui a une politique en fait, de planification. À 30 ans, on va planter des arbres parce qu'on a besoin d'avoir une marine efficace et donc on va construire des bateaux. Ça, c'est absolument formidable. Et en fait, il faudrait revenir à cette partie-là de la centralisation, c'est-à-dire le rôle de l'État planificateur, ce qu'on a totalement laissé tomber. Nous, là, on vit sur les restes du plan Messmer, c'est-à-dire de cette idée que nous avions besoin d'être indépendants énergétiquement. Heureusement qu'il y a eu cela. Et qu'on a essayé de torpiller, là aussi, tant qu'on pouvait, enfin, que là aussi, des idéologues ont essayé de flinguer. Donc, cette partie-là de la centralisation, elle est bénéfique. Sauf que, c'est pas pour rien que De Gaulle, en 69, fait un référendum sur la régionalisation. C'est-à-dire qu'en fait, il conçoit l'idée que la Ve République a remis la France sur des rails, lui a rendu sa puissance, a apaisé la société et que maintenant il est temps de passer à la suite, c'est-à-dire de rouvrir un petit peu la société et de la faire respirer. Eh bien ça, hélas, les Français ont voté non à ce référendum de 69. Non, c'est parce qu'il y avait une usure du pouvoir, voilà. Mais l'intuition était tout à fait juste. Et de fait, nous sommes dans un moment où il faut faire respirer la société et où surtout nous souffrons en fait de défiance généralisée. C'est ça le problème. Le problème, c'est que la France est un pays qui ne supporte pas de ne pas être à la hauteur de son histoire. Et ça, c'est très noble chez les Français. Ils ont une très haute idée de leur pays, une très haute idée de leur histoire. Il reste l'équipe de France de foot. Quand ils voient ça s'abîmer, ça crée de la frustration, du ressentiment, et ça crée cette espèce de pessimisme que nous voyons aujourd'hui. Mais si vous ajoutez à ça des élites qui, en fait, elles, n'ont pas confiance en le peuple, eh bien là, vous avez des forces centrifuges partout. Parce qu'on n'arrête pas de dire « Ah oui, mais les citoyens n'ont plus confiance dans les élites, n'ont plus confiance dans les représentants. » Mais c'est pas vrai, c'est dans l'autre sens que ça se passe. En fait, tout a été fait pour contourner la démocratie. C'est pas de la centralisation qui nous fait souffrir, c'est la destruction de la démocratie. C'est le fait qu'on a des élites qui, petit à petit, utilisent tous les outils, que ce soit les outils de l'économie ou que ce soit les outils, comme par exemple le fait de s'asseoir sur un référendum, pour contourner la volonté du peuple. Il est là le problème. Donc en fait, il faut tout remettre d'équerre, chacun à sa place. C'est-à-dire que l'État doit retrouver sa puissance dans les domaines où il a à agir. Donc il faut de la planification, il faut du temps long. Il y a des domaines où le privé ne peut pas investir. Quand ça coûte trop cher, quand ce sont des politiques de fond, le privé a besoin de l'État pour donner l'impulsion. Et à côté de ça, il faut refaire confiance à tous les échelons, refaire confiance aux élus locaux, par exemple en leur donnant les moyens financiers de mener une politique et d'être responsables devant leurs électeurs. Il faut redonner de la confiance partout, par exemple dans l'hôpital, il faut que les soignants puissent agir sans avoir une administration pléthorique au-dessus d'eux. C'est vrai aussi pour les professeurs. Voilà. Donc on doit remettre chacun à sa place dans un sens qui soit aujourd'hui un sens d'action pour le bien commun. Alors aujourd'hui, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, parce que quand le truc se délite, tout le monde se dit, bon, ça s'écroule, donc moi je sauve ce que je peux sauver de mon côté. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on a finalement recréé un nouvel ancien régime ? Oui, bien sûr. Alors, nouvel ancien dans la même phrase. Non, mais on sent tous qu'on est dans quelque chose qui pourrait, par certains côtés, ressembler à 1788. En tout cas, on est à la fin d'un cycle. Ça n'est plus tenable. Et surtout, il y a des privilèges qui se sont recréés. En fait, le problème que nous avons, c'est que nous voyons tous qu'il y a une oligarchie qui a confisqué les outils de la démocratie à son profit. Donc c'est là où je dis qu'il faut un renouveau démocratique et qu'il faut retourner à cette idée que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. J'ai pas d'idéalisation du peuple. D'abord, le peuple, c'est pas une entité unique. Moi, je ne suis pas du côté de ces leaders qu'on peut appeler populistes, en tout cas, voilà, qui croient qu'ils sont l'incarnation d'un peuple uni. C'est pas vrai.
Il y a des débats, il y a des intérêts divergents et tout. La politique, c'est de l'arbitrage entre des intérêts divergents. Simplement, pour cela, il faut décider que le principe majoritaire doit prévaloir et que, une fois que les citoyens se sont exprimés, ben on respecte. C'est-à-dire qu'ils peuvent se planter, le peuple peut se planter, mais il assume, et de cette façon, eh bien, il exerce son intelligence. Les citoyens exercent leur pensée, leur intelligence. Regarde, on citait la Suisse, mais la Suisse exerce une démocratie permanente, directe. Ben, ça veut dire que les gens sont habitués à être impliqués dans la chose publique. Nous avons petit à petit vidé la République de sa substance et on croit que la démocratie, ça consiste à voter tous les 5 ans pour un roi thaumaturge. Oui, puis aussi d'obtenir absolument tout de l'État, comme des clients, même des choses déraisonnables, parce qu'on parlait des Suisses, ils ont quand même refusé par référendum d'allonger leurs vacances, de partir plus tôt en retraite. Nous, dès qu'on fait ce genre de truc, on a tout le monde dans la rue. Donc... C'est ce que je disais, c'est parce qu'il y a des forces centrifuges. Ouais. C'est parce que, puisque tout le monde est dans la logique, en fait, ça s'effondre et c'est chacun pour soi, bah, du coup, je ne vais pas me donner pour les autres, puisque je pense que les autres ne se donneront pas pour moi. Donc il faut au contraire retrouver de la cohésion, reformer un peuple. Et ça repose sur le principe de la responsabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen ? C'est un individu autonome et responsable. Ça veut dire qu'il exerce sa liberté en ayant conscience des conséquences de ses actes. Un exemple dans un domaine qu'on connaît très bien tous les deux. La question de l'hypertrophie du consommateur dans notre société. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a entraîné les gens à ne plus être des citoyens, c'est-à-dire à réfléchir au système économique et politique qu'ils ont autour d'eux, mais à être des consommateurs à qui on va cacher les conséquences de leur choix de consommation. Je veux dire, quand la Commission européenne refuse la traçabilité de la viande dans les plats préparés, au motif que ça va contre la libre concurrence, on est chez les dingues. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas informer les citoyens parce qu'ils pourraient décider de favoriser un système politique et de favoriser leur pays. Non mais c'est complètement cinglé. Donc la responsabilité, là aussi, c'est un entraînement. C'est-à-dire qu'il faut de nouveau responsabiliser les gens. Donc il faut expliquer aux citoyens que, par exemple, quand ils achètent des vêtements chez Shein, ben, en fait, ils votent pour un système où ils devront travailler jusqu'à 70 ans parce qu'on n'aura pas de quoi payer les retraites, puisque des entreprises comme Shein ne payent pas d'impôts ni de charges en France. Voilà. Encore faut-il qu'ils le fassent, parce que pour le coup, là, maintenant... Moi, je regarde beaucoup les enquêtes d'opinion, donc tout le monde est pour le Made in France, tout le monde est contre Shein, et tout le monde achète Shein. Enfin, je dis tout le monde, c'est pas tout le monde. 30 millions de Français achètent Shein. C'est quand même absolument considérable. Et parmi eux, tu as tout un tas de gens qui disent, qui vont aux marches du climat, qui militent pour le Made in France, quelles que soient finalement les choses. On est quand même vachement paradoxaux là-dessus. Mais justement, là aussi, la responsabilité, c'est un entraînement quotidien. Je ne dis pas qu'on va par magie convertir tout le monde. Je dis qu'au fur et à mesure, on va sortir de ce cercle vicieux où on a des individus qui ont l'impression qu'on s'enfonce et que donc il faut qu'ils s'en tirent tout seuls et qui ont l'impression que puisqu'ils n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat, eh ben, ça justifie qu'ils aillent acheter des choses qui ne sont pas fabriquées en France. Donc c'est un cercle vicieux, ça, évidemment, puisque plus ils achètent ailleurs, moins ils auront de pouvoir d'achat, puisqu'il faudra leur prendre sur leur feuille de paye pour compenser le chômage de masse. Donc évidemment, le problème, c'est que nous ne créons plus de richesse. Donc, c'est à la puissance publique de mettre en place une politique qui soit entièrement centrée sur la production, la défense de la production sur le sol français. Et à partir de là, on va pouvoir petit à petit inverser la mécanique et faire en sorte que chaque citoyen reprenne son destin en main en se disant « je réoriente une petite partie de ma consommation ». C'est pas magique, c'est pas 100%, c'est même pas 50%. Mais si chaque Français réoriente, allez, entre 5% pour les plus pauvres et 50% pour les plus favorisés vers de la consommation française, mais on est gagnant. Mais on est les rois du pétrole. Voilà. Tu as parlé de Gaulle, de son référendum et du fait qu'il est perdu pour tout un tas de raisons. Effectivement, il disait, il faut que le pays respire. Il disait autre chose. Il avait constaté que petit à petit, la centralisation du pouvoir
faisait qu'il y avait une sorte d'aristocratie administrative qui était en train de cornaquer le pouvoir, et ils voulaient casser ce truc-là. Et ça, c'est assez drôle, j'en ai parlé avec Olivier Luanzi, que tu connais, qui lui me disait, après avoir discuté avec des grands pontes de certaines grandes entreprises, donc c'est-à-dire qu'on est très loin d'une logique d'État, qui disait que tous les 20 ans, ou tous les 15 ans, il fallait casser l'organisation et repartir sur autre chose. Pas tellement parce qu'il y en avait une qui était plus adaptée à l'autre, c'est simplement parce que quand tu installais une organisation humaine, se met en place des rigidités, des baronnies, tu commences à perdre le pouvoir, etc. Et donc ça, est-ce que tu achètes mon petit complot du jour, qui consiste à dire, tournant des années 70, il y a effectivement un petit peu des gens qui commencent à se dire, bon, bah, nous, l'administration, on est au pouvoir, on sait ce qu'il faut, sans doute d'ailleurs pour des bonnes raisons. Je pense qu'il y a de la sincérité là-dessus, en train de dire, ok, maintenant, nous, on sait, on a les infos, donc les autres, ils sont sympas, mais ils vont voter comme des veaux, comme disait l'autre. Et nous, il faut qu'on reste là pour administrer tout ça. Bon. Donc il y a eu ça sur la partie, je vais dire, régalien. À l'époque, l'État était puissant, mais il n'était pas invasif, comme il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu dilué, il est partout, mais il est nulle part. Donc, voilà. Et après, il y avait la sphère économique. Et là, on nous a vendu un truc, c'est contrôlé par les 200 familles, ça va pas, il faut casser ça. Donc, on a mis en place des taxations sur l'héritage, sur l'impôt sur la fortune, sur tout ça. Finalement, on a divisé par 2 le nombre d'entreprises de taille intermédiaire, alors que les Allemands partaient là-dessus, parce qu'on avait du mal à les transmettre. Du coup, elles ont été vendues à des fonds d'investissement pour payer les impôts. Bon. Et maintenant, on se réveille des décennies après, on se rend compte que qui a remplacé cette élite qui était critiquée, qui étaient les 200 familles, pseudo, parce qu'on était complètement sur autre chose, mais bon, peu importe. Et finalement, c'est les gens qui ont tous fait la même école, qui aujourd'hui sont au pouvoir, ont pantouflé, ont pris la tête d'un certain nombre de grands groupes, et donc on n'a plus une oligarchie de 200 familles, j'allais dire, qui se sont fait par le travail, l'entrepreneuriat, un certain nombre qui avaient hérité de situations, mais qui ont développé, qui ont fait tout ça et qui étaient enracinés dans des territoires, mais à peu près le même nombre de bonhommes, mais qui viennent d'une aristocratie décidée à coup de diplôme. Oui, alors... Donc voilà mon complot, je te le livre, qu'est-ce que t'en penses ? Je rejoins en grande partie. Disons que la création de l'ENA était parfaitement louable. Il s'agissait d'avoir une haute administration extrêmement bien formée, et de fait, la haute administration française est très performante et bien formée. Le problème, c'est qu'elle est là pour être l'administration, pas pour exercer le pouvoir politique normalement. C'est-à-dire que normalement, c'est aux politiques de donner les orientations et l'administration doit exécuter. Petit à petit, les politiques ont abandonné leur pouvoir, pour des raisons que je vais expliquer, et ont donc laissé l'administration décider, et on a eu de plus en plus d'ailleurs de politiques qui en fait étaient issus de l'ENA et de la haute administration, et s'ajoute là-dessus un problème qui, à mon avis, est un problème absolument tragique, le pantouflage de cette haute administration. Pourquoi ? Parce que, en fait, comment ça s'est fait tout ça ? Ça s'est fait, en effet, au tournant des années 1970-1980. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Dans le monde entier, on a ce qu'on appelle la vague néolibérale. Alors, néolibéral, ça ne veut pas dire ultralibéral, etc. C'est pas ça du tout. Le néolibéralisme, c'est cette idéologie qui consiste à dire qu'on va déréguler, faire prévaloir le libre-échange, et que le rôle de l'État, c'est avant tout de pondre de la norme pour essayer de libérer le marché, en fait, et de faire en sorte d'ouvrir absolument à tout dans un grand marché globalisé. C'est-à-dire qu'on met le marché au-dessus des nations. Exactement. Et que tout doit voilà. Reporter au marché. Et le drame, c'est que notre haute administration, en fait, a été formée dans cette idéologie-là. Et donc a adhéré totalement. Il suffit de voir d'ailleurs que c'est paradoxal, ce sont des socialistes français qui ont le plus dérégulé. L'Union européenne, vue comme le lieu d'expérimentation de la mondialisation, c'est Jacques Delors. L'OMC, dans laquelle on accueille la Chine, etc., c'est Pascal Lamy. Toute cette idéologie-là de dépassement de l'État-nation s'est faite grâce à des élites françaises. Et
le problème, c'est que ça se fait et ça s'accompagne d'une financiarisation de l'économie. Et cette hyper-financiarisation crée des bulles, sauf que notre haute administration à nous, eh bien, elle décide, au lieu de servir l'État, petit à petit, de trouver des boulots dans cette sphère privée totalement financiarisée. Et donc, il y a des allers-retours de plus en plus importants. Et on a maintenant une haute administration qui, en fait, même quand elle gère l'État, prépare son passage dans le privé. En fait, c'est un stage. Et donc, on a cette endogamie totale entre public et privé, alors même que nous aurions besoin d'avoir au contraire un grand sens de l'État, de la continuité. Et on a des politiques qui ont accepté ce système-là, ils ont applaudi parce qu'ils ne voulaient surtout pas avoir l'air d'être des méchants réacs qui croyaient encore en la nation. Donc ils ont laissé faire tout ça, ils ont laissé la sphère privée finalement capter la richesse. Donc pourquoi on a des services publics totalement amenuisés ? C'est parce qu'on est dans un système où de toute façon il n'y a plus de quoi financer le service public. Quand on a organisé l'optimisation fiscale, notamment à l'échelle de l'Union européenne, en ouvrant les marchés de capitaux, la libre circulation à des pays, avec des pays qui sont des paradis fiscaux. Je veux dire, les Pays-Bas sont un paradis fiscal, et puis on a le Luxembourg, on a l'Irlande, etc. Donc on a organisé l'assèchement de l'État. Or, il y a des économies qui peuvent y survivre. La France, qui était un pays qui reposait sur son État et son État planificateur, ne peut pas survivre à ça. Est-ce que tu n'as pas aussi un problème de dépenses publiques ? Parce que évidemment. Quand tu regardes les montants, finalement, les montants captés sont assez importants. Oui, mais la dépense publique, elle vient d'où ? Pourquoi on a de tels montants de dépenses publiques ? C'est la dépense sociale. Parce qu'on a socialisé la désindustrialisation. C'est-à-dire que pendant qu'on détruisait les entreprises, on compensait. Et puis on disait non, mais on a tout abandonné, on a abandonné toutes les politiques qui étaient des politiques de souveraineté, de décision par l'État, de démocratie. Mais c'est pas grave parce qu'on vous garde le modèle social. Mais ça en le finançant avec de la dette. C'est ça qui s'est passé. Nous sommes un pays qui ne gagne plus assez, qui donc ne peut pas financer ce modèle social qui sert justement à planquer qu'on ne gagne plus assez. Parce que le poids de la sphère publique, quand on voit qu'on a augmenté de 1 million la fonction publique territoriale sur les 15-20 dernières années... Et c'est pour masquer le chômage. Ça masque le chômage de masse, on est d'accord. Donc tout ça... Petit à petit, c'est complètement, c'est exactement en fait comme les astronomes du Moyen Âge qui s'appuyaient sur la vision du système solaire de Ptolémée, c'est-à-dire c'était pas un système solaire, c'était la Terre qui était au centre. Et du coup, évidemment, ils calculaient la place des étoiles, sauf qu'au fur et à mesure des années, ça se décalait, ça ne correspondait plus du tout à la réalité. À un moment, il a fallu Copernic, il a fallu une révolution copernicienne pour dire attendez, on arrête tout. En fait, on va mettre le soleil au centre et vous allez voir que ça va beaucoup mieux marcher. Ça marche encore mieux quand tu mets l'Auvergne au centre. Alors oui, non, mais ça je respecte. Ça, tu vois, c'est Copernic, il n'a pas trouvé ça. Je respecte à partir du moment où on peut se mettre à parler de salaire extradition, de trucs comme ça. Si on peut discuter de choses sérieuses. Tout à fait. Ok, donc très clair. Et d'ailleurs, tu as signé, enfin même pas signé, je pense que tu fais partie des gens qui sont à l'origine d'un appel à une transformation. Une pétition. Une pétition. Une pétition que d'ailleurs n'importe qui peut signer. On est déjà, au moment où on en parle, on est à 12 000 signatures, ce qui commence à avoir du poids. Donc une pétition pour demander un référendum constitutionnel pour pouvoir mettre en place une priorité nationale dans la commande publique. Donc le truc de dingue, ça veut dire que là, pour l'instant, on ne peut pas. Ah mais non, là on ne peut pas. Mais là on peut pas. Alors, explique-nous ça. On pourrait un peu, c'est-à-dire en gros, pour le dire simplement, une fois de plus, la France spécialiste de se tirer des balles dans le pied, la commande publique, c'est 8% du PIB. Nos voisins allemands, eux, priorisent les entreprises allemandes à hauteur de 60 à 80% dans leur commande publique. Curieusement, ils arrivent à se débrouiller, eux. Ils rédigent les appels d'offres en
ça tombe sur une entreprise allemande. Ben, chez nous, c'est 15-20% maximum. Et on a en tête, évidemment, des entreprises qui ont mis la clé sous la porte, ou en tout cas qui ont eu des difficultés tragiques parce qu'elles perdaient un marché public. Ça s'explique, c'est que nous, on a en plus, on a ajouté, évidemment, comme d'habitude, des règles contraignantes, parce qu'il y a la règle européenne où on n'a pas le droit, normalement, de favoriser... Oui, parce que les Allemands, ils sont aussi en Europe. Mais les Allemands sont aussi en Europe, les Italiens aussi, ils n'ont pas ce problème-là. Nous, il y a une dimension, c'est qu'on avait de la corruption dans les années 80-90. Les marchés publics, ça servait à aider les copains, financer les partis politiques, etc. Donc le législateur s'est dit « Ah, on va durcir ». Alors c'est très bien de durcir, sauf que quand on décide par exemple que l'acheteur public peut être poursuivi pénalement et attaqué pour corruption, même quand il n'y a pas la preuve d'une intention de corruption, ça devient compliqué. Donc on a des acheteurs publics, d'abord ils sont éclatés partout, entre l'État, les collectivités. Je crois qu'il y en a 110 000 ou 120 000. Voilà, et ils sont tous tétanisés. Et donc quand ils sont tétanisés, qu'est-ce qu'ils font ? Je veux pas d'ennui, je prends le moins cher. Et le moins cher, si c'est une entreprise chinoise, c'est pas grave. Et du coup, la boîte française qui produisait par exemple des uniformes pour l'armée, pour quelques centimes sur un uniforme, perd le marché et se retrouve fragilisée. C'est ça qui se passe à chaque fois. Alors, on peut décider de finasser, c'est-à-dire de dire, on va essayer, il faut former les acheteurs publics, on peut leur dire, attention, vous allez d'abord vérifier que la PME machin produit tel type de truc, et puis dans votre appel d'offres, vous priorisez. On pourrait faire ça. Il y a un moment, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Quand on est en dessous des 10% pour la part de l'industrie dans le PIB, je veux dire, il faut réagir vite. Et honnêtement, personne en Europe n'a intérêt à ce que la France soit à ce point-là fragilisée. Ça déséquilibre toute l'Union européenne. Donc il faut que nous nous renforcions et donc nous commencions à défendre notre industrie, nos producteurs. Ce n'est pas seulement l'industrie, c'est aussi l'agriculture. Nous importons, nous, la France, vous voyez, il faut visualiser ce que c'est que, pareil, la Provence, vous voyez les vergers, les choses là. Nous importons 71% de nos fruits. C'est une folie. Donc, décider que nous allons prioriser les entreprises françaises dans la commande publique, ça veut pas dire qu'on ne veut pas se fournir ailleurs, mais en priorité la France, si ça correspond aux demandes et dans certaines règles encadrées, sinon l'Europe, et derrière seulement le reste du monde. Ça, c'est bien. Pour pouvoir le faire, il faut un référendum constitutionnel qui introduit dans l'article 88 de la Constitution, par exemple l'article 88.1, le fait que la République défend son indépendance alimentaire, industrielle, etc. Et donc, on se donne les moyens. Voilà. Alors, certains vont me répondre « Le droit européen ne veut pas ». J'attends qu'ils nous envoient les chars, c'est tout. Il y a un moment où il faut tout simplement 11, introduire... Alors, l'article 11, c'est celui qui permet au président de la République de convoquer un référendum là-dessus. Donc on utilise l'article 11 pour modifier l'article 88. Bon, là, c'est une décision de bon sens. Et surtout, encore une fois, ce n'est pas une décision anti-européenne. Nous avons besoin de l'Europe. L'Europe fait des choses formidables. Et par exemple, là, en ce moment, sur les questions d'immigration, c'est l'Europe qui est en train de se bouger et de changer les choses. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se passent. Donc, il n'est pas question de fragiliser l'Europe. En revanche, ce qui va fragiliser l'Union européenne, c'est le fait que la France continue à s'enfoncer et perde totalement toutes ses forces de production. Ça, c'est bon pour personne. Donc, là, il y a une urgence et on la traite. Est-ce que tu constates la même chose que moi, c'est-à-dire qu'en France, il y a une sorte de tétanisation par rapport à l'Europe. C'est-à-dire, ça a d'abord été une sorte de truc, je sais pas, ça a remplacé l'Église catholique oui, c'est une dogmes, religion de remplacement. Un truc qui est comme ça, on ne peut pas y toucher. Donc la question, c'est de savoir si on est pro ou anti. Mais on ne fait pas du tout ce que font nos voisins. Nos voisins, ils vont négocier. Alors les meilleurs là-dessus, c'est les Italiens, c'est l'Europe du Nord, etc. Les Allemands sont très forts là-dessus. Et ils se débrouillent quand, en fait, leur intérêt est piétiné par une directive. Ils vont négocier des clauses qui, finalement, leur donnent plus de temps ou carrément les excluent du sujet. Et ça passe très bien. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un système européen qui n'est pas contre ça. Mais nous, j'ai l'impression qu'on refuse d'y aller. Il y a une sorte de... Oui, c'est ça. C'est une idéologie de remplacement, justement, l'Europe en France. C'est-à-dire, et ça s'est passé sous François Mitterrand, qui, en gros, a abandonné toutes ses promesses électorales. Je veux dire, la promesse... la définition de la politique, c'est l'idée qu'on va changer la vie.
C'était le titre du programme commun de la gauche dans les années 70. François Mitterrand arrive au pouvoir et puis il décide que finalement non, allez hop, on bazarde tout ça. Mais du coup, pour cacher qu'on bazarde tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on remplace par l'Europe. L'Europe va nous sauver. Et c'est quand même extraordinaire, cette phrase de François Mitterrand, « La France est ma patrie, l'Europe est mon avenir ». Mais moi, la France, c'est mon avenir aussi. Enfin, je ne crois pas que la France doive disparaître, mais jamais de la vie. Je crois beaucoup, j'aime beaucoup cette phrase de Jean Jaurès. Si noir que puisse devenir le monde, jamais n'arrivera cette chose monstrueuse que la France puisse disparaître. Voilà, Jean Jaurès. Salut Jean, bravo. Et donc, l'Europe a servi de nouvelles idéologies à des politiques qui avaient abandonné leur rôle. Il y a un livre magnifique qui date de 1999, écrit par le journaliste Philippe Cohen, qui s'appelait « Protéger ou disparaître ». En 1999, il expliquait le rôle des élites, c'est de protéger les citoyens. Par tous les moyens, protection sur la sécurité concrète, mais sur l'économie, etc., de réguler. Si les élites ne comprennent pas ça, si elles abandonnent ce rôle, elles n'ont plus aucune raison d'être et elles vont disparaître. C'est ça qui risque de se passer. Elles seront balayées. Et bien, le dégagisme, c'est ça. Donc, défendre les intérêts des citoyens français, c'est la base. Les dirigeants sont élus pour ça. Or, nous avons des dirigeants qui ont considéré que c'était vulgaire. Et donc, en effet, nous envoyons des gens, des fonctionnaires à l'Union européenne qui sont des gens sans doute très très brillants, alors pas toujours, parce qu'on envoie aussi des troisièmes couteaux souvent, mais on envoie surtout des gens qui ont foi en l'Europe et qui donc vont tout faire pour aller construire l'Europe. Ils ne viennent pas là pour défendre les intérêts des Français, ils viennent faire l'Europe. Nous sommes la risée à Bruxelles des autres pays qui savent très bien que les Français ne défendent jamais leurs intérêts. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils adorent nous nommer à la tête de plein de commissions. Parce que... Oui, enfin les vraies commissions importantes, c'est les Allemands qui les tiennent. Ouais. Mais nous, on est sur les trucs, en effet, qui sont là pour faire... On a eu quand même des commissaires vachement bien placés, tout ça, sauf qu'ils n'ont jamais défendu les intérêts de la France. Jamais. Eux, ils sont vraiment là pour et puis pour faire, j'allais dire pour faire l'Europe, mais on aimerait bien, mais pas n'importe quelle Europe. L'Europe de la dérégulation, l'Europe qui est incapable de se défendre contre des produits chinois qui sont importés massivement. Le problème, c'est que je crois en l'Europe, mais pas celle-là. Une Europe qui réellement défend les intérêts des citoyens européens. Alors la difficulté quand on dit ça, c'est qu'il faut avoir conscience qu'il y a des intérêts divergents en Europe. Et nous avons des dirigeants qui nous disent on va faire ça en européen. Mais ça veut dire quoi en européen ? L'Allemagne croit que son rôle doit être de défendre son modèle d'exportation. Ils ont torpillé des filières, la filière du photovoltaïque, etc., pour sauver leurs exportations de Berlin vers la Chine. Donc, comment on fait pour gérer ça ? Les Hollandais, leur modèle économique, c'est l'importation massive de produits chinois dans le port de Rotterdam pour les diffuser ensuite et nous désindustrialiser. Donc si on nie ces difficultés-là, on ne peut pas construire l'Europe en fait. Faire une vraie Europe puissance, c'est avoir conscience de ces difficultés et les traiter. Et les traiter d'égal à égal. Donc pas en s'excusant d'être la France et en disant non mais nous, on a trop de dépenses donc on va se fouetter et puis vous nous autoriserez peut-être à... Non, dire ok, nous on a nos problèmes, on va les régler, mais nous sommes la France. Nous sommes la France, donc si nous ne voulons pas de telle ou telle politique, eh ben c'est non. Point. Mais est-ce que tout ça, ça ne vient pas finalement d'un élément que tu as évoqué déjà, qui est assez historique et en même temps qui est fondamental, qui est le fait qu'on ne puisse pas prononcer sa fierté d'être français sans rougir, sans s'assurer qu'on n'est pas en public, sinon on va se faire juger, etc. À quel moment la fierté de défendre les intérêts de la France a quitté une partie de la population française et notamment de l'élite ? La France ne s'est jamais remise de son histoire au XXe siècle. Premier point, il faut quand même se souvenir que la France a perdu 1 200 000 jeunes hommes entre 1914 et 1918. 1 200 000, sans parler des blessés, sans parler des traumatisés, et sans parler de tous les enfants qui du coup ne sont pas... Sans parler de la grippe espagnole en plus. Qui est venue derrière. Mais c'est un traumatisme gigantesque. Et donc, 20 ans plus tard, quand il s'agit d'y retourner, eh bien, il y en a qui n'ont pas voulu. Alors attention, on a tort de dire, c'était ignoble de prétendre que les Français ne se sont pas battus. Ils étaient pacifistes, ils ne voulaient pas la guerre, mais ils se sont battus héroïquement, parce que quand on regarde le nombre de morts pendant l'offensive de mai-juin 40, il est gigantesque.
Donc les Français ont tenu leur position. En revanche, il y avait un pacifisme. Oui, il n'y avait pas l'envie de faire la guerre. Et ça s'est transformé. Et puis derrière, hélas, il y a des Français qui ont collaboré. Et il faut bien comprendre que la génération de mai 68, qui bugle stupidement CRS-SS, etc., ce sont les enfants de ceux qui ont perdu en juin 40. C'est-à-dire qu'ils se permettent de juger leur père, qu'ils considèrent comme fasciste et comme ayant collaboré. Et ça crée une difficulté profonde. C'est-à-dire que, du coup, ça dévalue toute forme de patriotisme. Dans l'école, par exemple, j'ai entendu systématiquement des idéologues m'expliquer mais de toute façon, l'école de la Troisième République, elle était monstrueuse puisqu'elle a abouti à 1914. Le but, c'était d'endoctriner les enfants pour qu'ils aillent se faire tuer dans les tranchées. C'est pas vrai du tout. Il y avait une part de discours revanchard, mais ça ne se résume pas à ça. Et évidemment, quand on a Pétain qui sort travail, famille, patrie, évidemment que ça salit systématiquement l'idée de la patrie. D'ailleurs, De Gaulle disait travail, famille, patrie. Il n'a jamais travaillé, il n'a pas eu d'enfant et il a trahi sa patrie. Donc le problème que nous avons, c'est que ça a abîmé l'idée de patriotisme. Et on ne s'en remet pas. Donc il faut absolument dépasser cette histoire-là, ne pas l'effacer. Ça fait partie de notre histoire, ce sont nos drames. La France doit assumer tous les drames de son histoire. La France doit assumer qu'on a eu des guerres de religion monstrueuses. La France doit assumer avant ça ce qu'a été la croisade contre les Albigeois, qui est une forme de destruction d'une civilisation. Tout ça, voilà. Parce que l'histoire se fait de contradictions, de noirceurs. Oui, c'est notre histoire, mais il n'empêche que la France a apporté au monde une vision de l'être humain que moi je trouve appréciable, c'est-à-dire que nous sommes un pays qui porte très très haut l'idée de liberté humaine, la capacité à exister et à vivre librement notre vie en dehors d'une transcendance. On est quand même un des seuls pays où on n'enquiquine pas les gens avec Dieu à longueur de journée. Tout le monde a le droit de croire, mais c'est pas en permanence une pesanteur. Mais c'est merveilleux, on est un pays qui a réussi à cultiver un art de vivre, un amour de la beauté qui est exceptionnel. Bon, tout cela, ça mérite d'être perpétué. Donc très bien, bien compris. On voit bien dire la racine du mal, c'est-à-dire le fait qu'on n'assume pas notre XXe siècle et nos erreurs, ou nos drames, parce que techniquement, on n'a pas voté pour devenir collabo. C'est qu'on a quand même pris une défaite, donc c'est pas pareil. Maintenant, est-ce que tu sens en ce moment quelque chose qui pourrait t'indiquer qu'on va tourner cette page-là et qu'il y a une fierté qui revient? Et attention, est-ce que cette fierté, elle fait la différence entre le patriotisme et le nationalisme? Alors, ce que je pense, c'est qu'il y a partout en France une majorité de gens qui font parfaitement la différence entre patriotisme et nationalisme, qui n'ont aucune haine des autres, qui sont parfaitement ouverts aux autres, mais qui ont juste envie de perpétuer leur mode de vie, ce en quoi ils croient, leur façon d'être au monde. Et que simplement, ils ne comprennent pas comment on peut atteindre un tel niveau de gâchis. Et donc, ils attendent. En fait, on est dans un pays qui est à la fois en souffrance, en dépression de voir des territoires entiers vidés de leur substance, vidés de leur vie économique, en dépression de voir qu'on n'a pas transmis les valeurs de la République, la cohésion nationale, et qu'on a une société et une communauté nationale qui explosent. Et en même temps, on a des tas de gens qui veulent y croire. C'est simplement que, je le répète, le poisson pourrit par la tête. Mais l'énergie, elle est là, les gens, ils ont envie. Simplement, on est dans un moment où, en fait, toutes ces crises se sont petit à petit cristallisées dans le blocage des institutions politiques. C'est-à-dire que les partis politiques, dans l'état actuel des choses, ont admis la démocratie minoritaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Très simplement, nous avons des partis de droite et de gauche qui ont adhéré à ce système, qui ont considéré que la dérégulation, le libre-échange, c'était formidable, que les délocalisations, c'était pas grave puisque ça touchait que les ouvriers, les classes populaires, les classes moyennes, donc on s'en fichait. Maintenant que l'IA va toucher les cols blancs, là, ça va peut-être les intéresser, mais avant, les cols bleus, ça, ils pouvaient disparaître. Et donc,
Ils ont adhéré à ça. Il faut se souvenir de la phrase de Philippe Séguin, droite et gauche sont des détaillants qui se fournissent au même grossiste, l'Europe. Mais c'était ça que ça voulait dire. La une de Paris Match avant le référendum sur le traité constitutionnel de 2005, où Nicolas Sarkozy et François Hollande posent avec le même costard, la même cravate, pour dire il faut voter oui parce que c'est formidable et parce que si vous votez non, vous êtes xénophobe. Enfin, c'était ça quand même. Et sauf que petit à petit, la colère est montée. Et la colère, elle s'est exprimée en partie par l'abstention, parce que le premier parti de France, c'est l'abstention. C'est les gens qui disent, bon, ça ne me concerne plus, ça ne change plus la vie de voter, donc je n'y vais plus. Et puis, le Front National qui a monté. Et là, les partis politiques se sont dit, bon, le fait est qu'il n'y a plus cette alternance de droite et gauche qui font la même politique. En revanche, on est sûr d'être élu face au Front National. Donc il faut être celui qui est en face. Voilà. Mais donc, on a admis que les institutions ne servent plus. La Constitution de la Ve République, qu'on tord un petit peu à chaque fois, qu'on bidouille, ne sert plus à exprimer la volonté du peuple. Ça sert à se maintenir, même quand on est minoritaire, puisque de toute façon, la Constitution est solide. C'est ça qui s'est passé. Et donc, on a des partis politiques qui considèrent que c'est pas grave, ils parlent à leur public. Ils ne cherchent même plus à parler à la majorité du peuple français, ils parlent à leur public, ils galvanisent leur public, parce que le but, c'est qu'à un moment donné, ils seront moins détestés que celui d'en face. D'où les postures extrêmes qui apparaissent de partout. Parce donc que ça finalement, radicalise, puisqu'il faut chauffer à blanc son propre public. Et donc, ce qui nous manque, c'est cette offre potentiellement majoritaire. Et le problème, c'est que le système craque de plus en plus. Et là, la paralysie politique dans laquelle nous sommes, c'est parce que de toute façon, on voit bien que cette démocratie minoritaire, ce n'est plus une démocratie et que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on a des blocs qui se détestent les uns les autres et qui s'annihilent les uns les autres. Mais on voit très bien, on a en gros deux blocs qui ne veulent plus de cette dérégulation, de ce mythe du libre-échange qui va nous enrichir tous, mais ils sont des deux côtés. On a deux tiers qui ne veulent pas du Rassemblement national parce qu'ils considèrent que ça va fracturer un peu plus la société, que c'est identitaire, etc. Et on a deux blocs qui ne veulent pas de la France insoumise parce que non, ils ne pensent pas que la police tue, et non, ils n'ont pas envie de communautarisme qui flatte l'islamisme. Bon ben voilà, mais simplement là-dedans, il y a des gens qui aspirent tout simplement à une forme de gaullisme social, la promesse de la souveraineté, la méritocratie, l'indépendance, une production qui nous enrichit et un élan national. C'est ça auquel aspirent les Français. On a un problème d'offre politique. Et alors, toi qui maintenant parcours un peu les régions, enfin je ne sais pas si ça fait longtemps que tu fais ça, mais en tout cas en ce moment tu le fais sacrément. Je l'ai fait toute ma vie, mais à différents titres. Ouais. Mais maintenant je le fais en allant rencontrer les FFI et ça fait vraiment beaucoup de bien. Oui, en tout cas, on est tous fans. Mais tu sens ce que tu viens de dire, c'est-à-dire une attente. Moi, j'ai coutume de dire en ce moment, quand on me pose la question, je pense que n'importe qui arrive en vélo et qui ressemble au portrait robot de la personne dont tout le monde rêve, passe. C'est-à-dire que, et ça je le vois à chaque fois que je diffuse des interviews de gens très différents, il y a systématiquement une portion non négligeable, alors je ne sais pas si c'est 20%, de commentaires, c'est présentez-vous à la présidentielle. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les gens sont tellement désespérés qu'ils disent et vous, et si c'est pas vous, un autre, n'importe qui, mais allez-y quoi. Ils attendent un peu d'espoir déjà, et puis ils attendent des gens qui aient des convictions et des idées. C'est-à-dire que, alors, il faudrait surtout pas justement que n'importe qui soit élu sur un malentendu. On peut pas se permettre ça. On l'a déjà fait. Il faudrait pas, mais je sens qu'il y a un tel désarroi. Les gens sont tellement perdus que tout peut arriver quand même. Alors le désarroi est là, c'est indéniable, mais moi ce qui me frappe surtout, c'est l'absence de cohérence dans les différents discours de tous les candidats putatifs. C'est-à-dire que ce que je crois moi, c'est que ce que nous venons de dire là depuis plus d'une heure que nous parlons, en fait, tout cela est construit et cohérent. J'ai coutume de dire que la politique française, ça doit être pensé comme une cathédrale.
C'est-à-dire qu'il y a une solidité. On ne peut pas maintenir des propositions contradictoires, des visions contradictoires. Il y a une clé de voûte, c'est la liberté. Et cette liberté, elle s'appuie sur l'indépendance. Donc elle a besoin des arcs-boutants que sont l'agriculture, l'industrie, toute la production qui va permettre justement au pays, à la nation d'être libre. Et tout ça, pour quoi faire ? La nef de la cathédrale, c'est quoi ? C'est tout ce dont on vient de parler, la République, laïque, sociale, l'idée qu'on va vivre mieux et qu'on va inventer une société dans laquelle les gens peuvent, non pas, on ne va pas leur dire quel est leur bonheur, mais ils vont pouvoir, à un moment donné, avoir les outils pour peut-être fabriquer leur propre bonheur. Voilà, c'est ça le but d'une société. Donc arrêtez d'enquiquiner les gens en s'immisçant dans leur esprit pour essayer de les rééduquer et de leur dire comment il faut penser, mais en revanche, construire une société où on valorise ceux qui veulent agir pour le bien commun, où on valorise ceux qui ont de l'énergie. C'est-à-dire le principe d'un système, c'est en gros de faire en sorte à la fois de limiter le pouvoir de nuisance de ceux qui ne veulent pas jouer le jeu et de permettre au maximum à ceux qui ont envie d'exprimer toute leur potentialité. Voilà, c'est ça qu'il faut inventer et ça s'appuie sur une architecture dans laquelle il faut une cohérence. Et pour moi, cette cohérence, c'est au cœur, donc la production qui permet d'avoir la liberté et la démocratie, c'est-à-dire que le fait que tout ça est au service des citoyens qui décident pour eux-mêmes. Et tu es optimiste sur le mot liberté, parce que c'est quand même, moi j'allais dire, des trois grands mots. Bon, si, fraternité en ce moment, c'est pas le top, mais liberté, ça a quand même été vachement bouffé par l'égalité, quoi. C'est-à-dire que... Alors, par l'égalitarisme. À côté de ça, il y a des inégalités qui perdurent. C'est-à-dire que moi, je ne sépare pas les trois. En fait, le principe, c'est que en géométrie, la forme la plus solide, la plus stable, c'est le triangle. Les révolutionnaires français, ils n'étaient pas idiots, ils le savaient. C'est un triptyque, ça se tient. Ça se tient, pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas un minimum d'égalité, mais quand j'ai égalité, ce n'est pas égalitarisme, c'est pas bridé, c'est l'égalité des droits. Mais cette égalité, elle doit être concrète. Quand aujourd'hui, un jeune qui grandit, je ne sais pas moi, au fin fond de la Corrèze ou de la Creuse, comment il exerce sa liberté s'il n'y a plus de services publics, si les écoles ferment, s'il n'y a plus de médecins, comment il fait ? Il n'est pas libre, en fait. Donc le rôle de la puissance publique, c'est de rétablir l'équité, si on veut, si on a peur de ce mot égalité, moi j'ai pas peur, de rétablir l'égalité des droits, c'est-à-dire de faire en sorte que, par exemple, d'assurer un grand plan ferroviaire qui permet aux infrastructures de se développer pour que chacun puisse, là où il est, développer sa propre liberté. C'est ça le principe. Et tout ça au service d'une fraternité humaine, c'est-à-dire que les plus fragiles, on les aide et qu'on est tous dans le même bateau. Voilà. Donc ça se tient, les trois en même temps. Mais de fait, la liberté s'appuie sur la responsabilité, l'égalité s'appuie sur la méritocratie, c'est-à-dire c'est égalité, mais ceux qui font des efforts sont récompensés. Et derrière, la fraternité, on protège les plus fragiles. Alors j'y ajoute, moi, une idée très ancienne, mais que je crois qu'il faut rétablir. Les Grecs appelaient ça aedos, et on peut traduire ça par la vergogne. C'est-à-dire le fait que nous savons tous qu'il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des lois qu'on n'a pas besoin d'écrire. Nous existons sous le regard des autres. Donc le côté oui, il ne faut pas juger, je fais ce que je veux, ça ne permet pas à une société de tenir. Donc on doit ajouter à ce liberté, égalité, fraternité, l'idée que nous sommes en société et que notre attitude a une influence sur les autres et que donc nous devons être respectueux de cette collectivité. Voilà. Et si on a ça, la société se tient. Alors tu as dit liberté et responsabilité et entrepreneuriat. Natacha Polony, qu'est-ce que c'est que cette idée de se lancer dans l'entrepreneuriat avec une revue en plus dans un secteur où tout le monde dit « oh là là, la presse c'est difficile, etc. » Non seulement tu te lances, mais en plus ça marche. La presse, c'est difficile quand on ne réfléchit pas au modèle économique. C'est-à-dire qu'on a quand même, hélas, alors c'est vrai que c'est un secteur sinistré, mais c'est un secteur où on a beaucoup de gens qui finalement se satisfont du fait que quelques milliardaires mettent à la poche pour compenser le fait que le modèle économique n'est pas viable. Donc, moi, je n'ai pas envie de ça. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que de ne pas être maître chez soi. J'ai pas envie.
Là aussi, je veux de l'indépendance, je veux de la souveraineté, donc on doit pouvoir décider pour soi-même. Et donc, ce sont les actionnaires qui sont ceux qui font la revue. Voilà. D'accord. Ouais. Alors raconte-nous tout ça. C'est quoi l'idée? Comment t'as structuré un petit peu cette pensée? L'idée, c'est d'abord de continuer à essayer d'être utile. Et aujourd'hui, pour être utile, pour peser dans le débat public, eh bien, j'estime qu'il faut d'abord défendre ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, mais la production, et la production sur le sol français. Et donc, je voulais une revue qui porte cette idée-là. Je voulais aussi une revue qui porte l'idée de délibération démocratique. C'est-à-dire qu'on peut encore débattre entre gens qui ne sont pas forcément d'accord, sans s'insulter, sans se haïr, sans s'invectiver, et en s'appuyant sur l'argumentation. C'est-à-dire pas les slogans, mais une réflexion de fond, donc un peu d'exigence. Oui, et puis des articles assez longs qui développent. Et bien sûr, c'est une revue qui fait 148 pages, donc avec des articles vraiment de qualité qui étudie un dossier jusqu'au bout, puisque le dossier principal de une fait 60 pages. Hein, donc ça permet vraiment de creuser une idée. Et je suis convaincue que c'est quand on donne de la qualité aux gens qu'ils viennent. C'est-à-dire qu'il faut de l'exigence et il faut faire confiance dans les lecteurs. Et pour ça, ça nécessite évidemment de vivre de ces lecteurs. Parce que le problème de la presse, c'est que comme elle s'habitue à avoir des milliardaires actionnaires et des annonceurs qui payent, il n'y a plus besoin de lecteurs en fait. Donc en fait, on a supprimé le peuple. C'est formidable, c'est plus pratique. Mais sauf qu'en fait, c'est un modèle qui ne marche pas. Et si on ajoute à ça le raz-de-marée des GAFAM, eh bien, tout est en train de s'effondrer. Alors, puisque nous, à l'Audace, on défend l'idée de production, eh bien, on a créé une revue qui est une revue papier, donc qui est produite en fait. Donc c'est une entreprise qui a des fournisseurs, c'est-à-dire du papier, c'est-à-dire ensuite un imprimeur, et on met en œuvre toute une chaîne comme ça de production avec des diffuseurs de presse, des distributeurs de presse, donc les maisons de la presse, les kiosques, les libraires, et on irrigue tout le territoire. Donc c'est un phénomène, c'est un système beaucoup plus vertueux que de faire ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire un site internet qui dépend du bon vouloir des moteurs de recherche et de Google en particulier. Voilà. Donc là, tu imprimes en France? On imprime en France avec du papier français et on est partout sur le territoire. Et donc en plus, tu as des actionnaires français. Exactement. Et on a ouvert le capital aux forces françaises de l'industrie parce qu'en fait, on est dans le même bateau et qu'on croit en les mêmes choses. Encore une fois, on a le droit de pas tous être d'accord, mais a priori... les fondamentaux sont là, les combats sont communs, et donc il y avait une logique à ouvrir une part de l'actionnariat pour que les forces françaises de l'industrie puissent même s'impliquer. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans chaque numéro, on parle d'une entreprise qui produit en France, on raconte l'histoire d'un entrepreneur, on raconte l'histoire d'un produit, et à côté de ça, nous, on a envie d'avoir avec nous, régulièrement, dans une sorte de conseil scientifique de la revue, des gens qui sont des gens de terrain et qui vont nous raconter un petit peu leur vision des choses, parce que nous, ça nous nourrit, ça nous apprend. Et je pense que là aussi, l'hypercentralisation de la France, elle existe aussi dans le modèle des médias. C'est tout le problème. C'est qu'on a des médias nationaux qui sont concentrés à Paris, et donc avec là aussi une endogamie sociologique assez marquée. Et donc, ça empêche, je pense, les médias de véritablement comprendre ce qui se passe dans les tréfonds du pays. Je crois que la meilleure solution, c'est de se parler, de s'écouter et de partager. Et donc là, pour que les auditeurs comprennent bien, donc, les forces françaises de l'industrie se contentent d'appeler leurs membres. Et donc, ce qui fait que tu n'as pas une seule structure, Force française de l'industrie, mais que tu as, finalement, on va terminer à quelques dizaines d'actionnaires, qui sont des gens qui sont passionnés par ce que tu fais, vachement fiers de participer, mais qui du coup ne font pas un seul et même actionnaire qui peut avoir une influence qui ne serait pas nécessairement souhaitable, en tout cas vis-à-vis de la rédaction. On garde totalement l'indépendance de la rédaction. En revanche, on a une forme de parlement d'actionnaires qui peuvent discuter avec nous, nous apprendre beaucoup, et on partage. Et voilà, même si ça reste une revue indépendante, les 4 coactionnaires de base, c'est-à-dire ceux qui font la revue, sont encore libres et le resteront pour le bien de tous, et parce que c'est comme ça qu'on va être efficace. Très bien. Si tu as encore le temps, une dernière question sur une anecdote
Tu me parlais un petit peu de ces histoires de SCAF, d'histoires de comment faire un avion européen. Est-ce que tu veux nous raconter cette histoire ou une autre pour qu'on puisse vraiment illustrer un petit peu tout ce que tu nous racontes sur la nécessité aujourd'hui de peser à nouveau en Europe pour éviter de se faire manipuler pour des gens qui ne nous veulent pas du mal, mais quelque part qui défendent leurs intérêts? Ça, ce sera un papier dans le prochain numéro de l'Audace, puisqu'on va consacrer un dossier à l'Allemagne. Et donc, on va raconter l'histoire du SCAF comme exemple type de l'incapacité des Français, en effet, à défendre leurs intérêts, et en particulier des élites françaises, parce qu'on a des entrepreneurs qui se battent. Je veux dire, Dassault Aviation, c'est une boîte extraordinaire. C'est une boîte qui est leader. Et le problème, c'est que on a eu... Donc, Dassault discutait avec les Anglais pour essayer de penser un avion du futur, et pour des raisons purement idéologiques, Emmanuel Macron, à son arrivée en 2017, top avec Angela Merkel sur le thème on va faire drone européen, char franco-allemand et avion franco-allemand, le SCAF, sans réfléchir d'abord aux questions industrielles, c'est-à-dire que quand on fait discuter des industriels entre eux, ils ont une histoire. Airbus a été historiquement issu des concurrents directs de Dassault. Et c'est une grosse boîte qui n'aspire qu'à une chose, en fait, c'est aspirer Dassault. D'ailleurs, il y a des gens, hélas, en France, qui ne comprennent pas que de garder une pépite comme Dassault, qui est une boîte familiale, qui donc a une pérennité, eh bien, c'est un bien commun extrêmement important, mais certains considèrent qu'après tout, ça ne sert à rien, c'est trop franchouillard, si on peut faire une espèce de grand... Plus une actionnaire familiale, alors là, c'est des héritiers, c'est l'enfer. Sans comprendre que, par exemple, aux États-Unis, Boeing a des difficultés depuis qu'ils ont absorbé l'un de leurs petits concurrents, McDonnell, c'est exactement la même histoire. Donc, l'idéologie, on va faire à toute force ce SCAF. Moralité... la partie allemande a voulu en fait en profiter pour, grosso modo, on va le dire simplement, obtenir les technologies et compenser et rattraper son retard technologique vis-à-vis de Dassault. Or ça, heureusement, Dassault défend sa technologie et sa... Oui, ils ont un patron qui s'appelle Éric Trappier qui rigole pas là-dessus. Et derrière... Les Français décident que plus on est de fous, plus on rit, donc on va demander aux Espagnols de rentrer dans le jeu. Les Espagnols, c'est-à-dire Airbus-Espagne. Donc on se retrouve dans un jeu à 3, où il y a Airbus-Allemagne, Airbus-Espagne et Dassault. Donc 2 contre 3. C'est-à-dire qu'on se met nous-mêmes, 2 contre 1, on se met nous-mêmes en minorité. Il y a là quelque chose d'absurde. Bon, l'épilogue de cette histoire est en train d'arriver, puisque le projet est en train, de fait, de capoter. On rappelle une chose, c'est qu'avant l'idéologie, il y a la réalité. La réalité, c'est que la France est une puissance dotée de l'arme nucléaire. C'est une puissance qui a un porte-avions, qui a donc besoin d'un avion qui porte la bombe nucléaire et qui puisse aller sur un porte-avions. L'Allemagne n'a pas tout ça. Donc l'Allemagne n'a pas besoin du même type d'avion. Ils ont besoin d'un avion beaucoup plus gros, moins maniable. C'est pas la même chose. Donc l'idée même de faire un seul avion entre les deux est absurde et ne correspond pas au réel. C'est une usine à gaz. Donc, est-ce qu'on peut, à un moment donné, être pragmatique? Ça correspond en plus à nos intérêts et ça correspond même à la perpétuation de la puissance militaire française. C'est quand même pas compliqué. Natacha Polony, merci beaucoup. Et puis à bientôt dans nos différents événements des Forces françaises de l'industrie. À bientôt. Merci encore.